Bonjour à tous et bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène en voyage à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques, de la sorcellerie, de la magie, de l'ésotérisme en général. Alors, c'est parti, suivez le guide. Jusqu'à la fin de cette saison, je vous propose un cycle dédié à Paris magique et ésotérique. Pour ce premier épisode, je vous emmène tout droit dans le quartier Montmartre. Montmartre est situé à Paris, dans le 18e arrondissement. Le quartier bohème qu'Amélie Poulain a rendu mondialement célèbre. La butte Montmartre est l'une des rares collines de la capitale. Elle s'élève à 130 mètres d'altitude. Mais quelle est son histoire ? Les origines de la butte Montmartre remontent à l'Antiquité, à une époque où le polythéisme et la religion païenne étaient pratiqués de tous. En effet, cette colline a toujours été un lieu de culte, d'abord avec les druides, puis elle fut dédiée au dieu romain Mercure et au dieu Mars. D'ailleurs, l'étymologie de Montmartre pourrait se rattacher à Mons Martis, le mont de Mars, du fait qu'à l'époque gallo-romaine, 2 temples dédiés à Mars et Mercure se jouxtaient à l'emplacement actuel de l'église Saint-Pierre. Une autre étymologie serait Mons Martyrum, le mont des martyrs. En effet, en l'an 253, Saint-Denis, le premier évêque de Lutèce, est victime des persécutions antichrétiennes. Il est martyrisé et décapité par les Romains à Montmartre avec 2 autres religieux, Rustique et Éleuthère. La légende raconte qu'il aurait ramassé sa tête, l'aurait lavée à une fontaine et marché pendant près de 6 kilomètres avant de s'effondrer sur l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis. Une basilique mérovingienne fut édifiée en l'honneur du martyr sur la butte Montmartre, devenue par la suite l'église Saint-Pierre au XIIe siècle, et située juste derrière le Sacré-Cœur. Par la suite, des abbayes et d'autres lieux de pèlerinage associés au culte catholique seront érigés au sommet de la butte. Le roi Henri IV séjournera à l'abbaye royale en son temps, à une période où Montmartre était alors situé à l'extérieur de Paris. En effet, le quartier ne sera rattaché à la capitale qu'en 1860. En 1870, la population parisienne est assiégée après la défaite de Napoléon III contre Sedan. Les Parisiens mouraient de faim au point de tuer les animaux de la ménagerie pour se nourrir. Après la défaite, s'ensuivent la capitulation de Napoléon et l'épisode sanglant de la Commune de Paris, avec plus de 30 000 morts. Les catholiques ont considéré ces terribles événements comme une véritable punition de Dieu. Les fidèles commencèrent à se rassembler et à organiser de grandes processions, promettant d'ériger un monument à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Mais d'où vient ce terme de Sacré-Cœur ? Vers 1675, Jésus-Christ apparaît à une religieuse bourguignonne du nom de Marguerite Marie Alacoque. Il lui montre son cœur brûlant d'amour pour l'humanité. Cet épisode est à l'origine de la dévotion du Sacré-Cœur qui se répand progressivement avant d'être étendue à l'ensemble de l'Église catholique par le pape en 1856. L'amour de Jésus pour l'humanité est représenté par un cœur enflammé surmonté d'une croix et cerclé d'une couronne d'épines. C'est ainsi que fut décidée en 1873 la construction de la fameuse basilique du Sacré-Cœur au sommet de la colline de Montmartre par souscription nationale en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, pour rappeler sur la France et en particulier sur sa capitale la miséricorde et la protection divine. L'architecte de la basilique est Paul Abadie. Il s'inspira de la grande mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. L'église est en effet érigée en forme de croix grecque, ornée de coupoles ovales ainsi que d'un campanile, le tout en pierre de travertin blanche. Le choix de l'emplacement du Sacré-Cœur est doublement symbolique. Situé au sommet de la butte Montmartre, l'un des points culminants de Paris, l'église serait ainsi visible de tous. L'autre raison, elle, est politique. C'est en effet au sommet de la butte que débuta la Commune de Paris en mars 1871. C'était une manière pour l'église de réaffirmer sa puissance, mais aussi d'expier ses péchés. La première pierre de l'édifice fut posée en 1875. Sa construction demanda plus d'un demi-siècle. Très vite, on se rendit compte de la fragilité du sol montmartrois, creusé par les anciennes carrières. Abadie dut consolider ses sols avant d'envisager la construction de la basilique. Et en tout, 7 architectes ont été nécessaires pour terminer le projet en 1923.
Aujourd'hui, malgré son succès touristique, puisque c'est le deuxième monument religieux le plus visité de Paris après Notre-Dame, le Sacré-Cœur n'est de loin pas le lieu préféré des Parisiens. En effet, son architecture est jugée trop imposante, mais surtout, c'est son histoire, sa genèse, qui continue encore aujourd'hui de faire polémique auprès de bien des personnes. Mais si déjà vous avez fait l'effort de monter les 222 marches de la rue Escalier-Foyatier plutôt que de prendre le funiculaire, n'hésitez pas à faire une halte dans cet édifice à la blancheur immaculée, d'autant que certains considèrent la basilique comme un haut lieu énergétique. En effet, la butte sur laquelle elle est construite serait un point d'énergie naturelle au taux vibratoire le plus élevé de Paris. Au XIXe siècle, avant d'être ce quartier bohème que nous chantait Aznavour, la butte Montmartre était un ghetto, un véritable bidonville. Autrefois, le quartier n'était qu'un vaste champ. Dans les années 1860, au moment de l'annexion de la butte à Paris et suite aux grands travaux du baron Haussmann, les Parisiens qui sont sans le sou sont chassés du centre de Paris et viennent alors se réfugier dans ce qui deviendra le maquis de Montmartre. Les habitants du village furent d'abord des vignerons, des laboureurs ou des meuniers, ensuite des ferrailleurs et des chiffonniers. On y croisait aussi des voleurs venus se cacher dans les ruelles labyrinthiques du quartier, d'où le surnom du maquis de Montmartre, et des petits voyous que l'on appelait communément les Apaches. Malgré ses apparences de quartier miteux avec ses cabanes de bois trouées, Montmartre avait l'âme d'un village. Malgré la pauvreté, l'insécurité et le manque d'hygiène, tout ce petit monde constituait une communauté socialement organisée et unie. À cette époque déjà, la butte attire et inspire les artistes et les écrivains tels que Van Gogh, Renoir ou encore Monet, Zola ou Berlioz. Malheureusement, au début du XXe siècle, des promoteurs peu scrupuleux rachetèrent ou volèrent les terrains aux maquisards pour y construire des villas de luxe et des immeubles dans le style art déco, détruisant petit à petit toutes les cabanes du maquis. Le coup de grâce est donné quelques années plus tard, lorsqu'un incendie aux origines douteuses brûle les derniers vestiges du maquis de Montmartre. Malgré tout, le quartier conserve son âme et son atmosphère singulière. Les artistes continuent de s'y inspirer et d'y vivre, comme Édith Piaf, Jean Cocteau ou encore Serge Gainsbourg. Aujourd'hui encore, l'esprit bohème et artistique infuse toujours le quartier, en particulier la fameuse place du Tertre. Je vous propose maintenant de redescendre de la butte à la découverte de 3 lieux empreints de mystère. Le premier, c'est le cimetière de Montmartre, qui fut la dernière demeure du baron Dupotet, l'un des pères du magnétisme. Niché au pied de la butte, le cimetière de Montmartre est le plus insolite de la capitale. Il a la singularité d'être enjambé par le pont Caulaincourt, un pont métallique construit après de multiples polémiques en 1888. Inauguré le 1er janvier 1825, il est installé à l'emplacement des anciennes carrières de Montmartre, réputées pour leur gypse dont on fit un plâtre utilisé à grande échelle dans la capitale. Sur 20 000 concessions, on dénombre 350 personnalités inhumées au cimetière de Montmartre. En premier lieu, Dalida, dont la tombe avec sa sculpture en taille réelle et ses rayons dorés est la plus visitée et la plus fleurie. Également, on retrouve les sépultures de Berlioz, Stendhal, Offenbach, Ampère, mais aussi, plus récemment, Jean-Claude Brialy, Michel Galabru, Michel Berger, France Gall, Jeanne Moreau ou encore Sacha Guitry. Parmi les personnalités un peu moins connues, le baron de Potet. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Pourtant, Jules Dupotet de Sénevois, 1796-1881, dit le baron Dupotet, est considéré comme l'un des pères du magnétisme. Formé par Deleuze et l'abbé Faria, des célèbres magnétiseurs de l'époque, il pratique en milieu hospitalier, puis, après le rejet définitif du magnétisme par l'Académie de médecine en 1842, il se rapproche des milieux occultistes, spirites, puis théosophiques. Lors de son exil de 2 ans en Angleterre, il est probable qu'il ait participé aux réunions de l'Orphic Cycle, une société secrète d'occultisme dirigée par Lady Blessington et le comte d'Orsay. Ce cercle est réputé pour avoir pratiqué l'alchimie et pour avoir compté parmi ses membres Charles Dickens ou encore son amie Emma Brighton, laquelle fonda la société théosophique avec Helena Blavatsky. On y parlait cabale, astrologie, géomancie, rosicrucianisme ou encore franc-maçonnerie. Ce voyage a certainement été pour Potet un tournant occultisant, sachant qu'il rapprochait déjà le magnétisme de la magie de l'Antiquité dans son cours de magnétisme animal publié en 1834. Partisan dans sa jeunesse du magnétisme dit psychofluidiste,
c'est-à-dire la théorie selon laquelle c'est la volonté du magnétiseur qui porte véritablement l'action magnétique, il évolua peu à peu vers une conception plus spiritualiste, où le magnétisme est alors assimilé à la force vitale de l'univers, où la véritable puissance est issue de l'action du divin au service de la santé physique et morale. Il affirme de plus en plus, après 1850, l'équivalence entre magnétisme et magie. Il ira même jusqu'à se proclamer sorcier. Et la conception du magnétisme comme l'explication ultime de l'univers et de l'histoire humaine. Directeur du journal du magnétisme de 1845 à 1861, il constitue et anime pendant près de 60 ans un important réseau de magnétiseurs en France, mais aussi à l'étranger. Son ouvrage le plus célèbre, Magie dévoilée ou Principes de sciences occultes, est paru en 1852 en un très petit nombre d'exemplaires. Il était réservé à des initiés. En effet, Dupotet le cédait contre la somme énorme de 100 francs or et le serment par écrit de ne pas le communiquer et de ne pas en révéler les secrets. Son contenu, vous allez le voir, est en effet très orienté entre opérations magiques, préparation du miroir, préparation du cercle, attraction, principes et secrets et autres créations spirituelles. Son influence est d'ailleurs notable chez Eliphas Lévy, qui influencera à son tour le célèbre Aleister Crowley. Helena Blavatsky le cite à de multiples reprises dans son Isis dévoilée. La Société théosophique le nomme d'ailleurs membre d'honneur en 1879. On le retrouve alors un peu partout dans la presse, dans tous les ouvrages consacrés de près ou de loin aux questions magnétistes ou occultistes du XIXe siècle. Il est aussi cité de manière élogieuse dans la fameuse Revue Spirit d'Allan Kardec et également en littérature, chez Flaubert ou Balzac par exemple. Dupotet fut le défendeur du principe du magnétisme pour tous, comme une faculté humaine universelle. Selon lui, tout le monde peut magnétiser, c'est une faculté naturelle empreinte du divin et tout le monde peut également être magnétisé. Il demeure de nos jours une référence pour tous les aspirants magnétiseurs. Son manuel de l'étudiant magnétiseur, publié pour la première fois en 1846, a été une nouvelle fois réédité en 2002 avec le sous-titre de couverture « La Bible du magnétisme ». Et il apparaît parmi les premiers résultats d'une recherche de type manuel magnétisme PDF sur Internet. Sur sa stèle visible au cimetière de Montmartre, vous pourrez observer la gravure de l'œil de la Providence. Ce fameux œil placé dans un triangle, un symbole associé à la franc-maçonnerie. Ce dessin est encadré de 3 mentions latines, posse, vele, credere, c'est-à-dire pouvoir, vouloir et croire. En dessous, la devise du baron Dupotet. La vérité, n'importe par quelle bouche, le bien, n'importe par quelle main. Alors même si vous n'êtes pas féru de magnétisme, mais tout simplement, comme moi, passionné par les cimetières, je vous recommande celui de Montmartre, car c'est un lieu de promenade arboré très agréable, ainsi qu'un véritable musée de sculptures à ciel ouvert. Après ce petit tour au cimetière, je vous emmène au cabaret Le Chat Noir, qui, a priori, ne fut pas seulement un lieu de distraction, mais aussi peut-être un centre ésotérique. Vous connaissez forcément ce cabaret grâce à sa fameuse affiche, la tournée du Chat Noir. Le Chat Noir était un cabaret mythique de Montmartre, fondé en novembre 1881 par Rodolphe Salis, qui fut aussi à l'origine de la revue hebdomadaire du même nom. L'origine du nom Le Chat Noir est incertaine, entre allusions grivoises, référence à la nouvelle d'Edgar Allan Poe, ou encore un nom donné en l'honneur d'un chat famélique trouvé devant l'établissement. Situé au pied de la butte Montmartre, au 68 boulevard de Clichy, il fut l'un des grands lieux de rencontre du tout Paris politique et artistique et le symbole de la bohème de la fin du XIXe siècle, avec la fréquentation de Paul Verlaine, Guy de Maupassant, Victor Hugo ou encore Edmond de Goncourt. La renommée du Chat Noir s'est aussi faite sur les idées avant-gardistes, voire excentriques de son propriétaire, qui fit installer un piano sur scène, ce qui était une première pour un cabaret, proposa aussi un théâtre d'ombre, une sorte d'ancêtre du cinéma et véritable prodige d'innovation pour l'époque, ou encore en faisant garder l'entrée par un garde suisse chargé de refouler, je cite, les curés et les militaires. Aussi, une légende raconte que l'estaminet, à l'enseigne du chat mystérieux, n'aurait pas juste été un lieu de distraction. L'alchimiste connu sous le nom de Fulcanelli, lequel publia fin des années 20 2 ouvrages proposant de décrypter la symbolique alchimique de plusieurs monuments comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore l'obélisque de Villeneuve-le-Comte, prétendait que le Chat Noir était un centre ésotérique et politique,
un lieu de réunion d'une diplomatie secrète, d'une maçonnerie internationale. Fulcanelli serait né dans la première moitié du XIXe siècle, peut-être en 1839. Il aurait consacré sa vie à l'alchimie et à la réalisation du grand œuvre, le rêve des alchimistes, à savoir le fait de découvrir les secrets de la pierre philosophale permettant la transmutation du plomb en or et la vie éternelle. Eugène Cancelier, auteur des préfaces des 2 ouvrages de Fulcanelli et qui se présentait comme disciple en alchimie de celui-ci, dit avoir revu son maître en 1953 à Séville, alors que Fulcanelli aurait dû être âgé de 113 ans. En introduction aux ouvrages publiés sous le nom de Fulcanelli, Cancelier affirme que celui-ci aurait bénéficié du don de Dieu, le fameux donum Dei, ce qui signifie qu'il aurait découvert les secrets de la vie éternelle et aurait atteint l'immortalité. Aujourd'hui encore, vous pouvez faire un tour dans ce lieu mythique et manger des cuisses de grenouille au Chat Noir 1881, qui est toujours situé 68 boulevard de Clichy. Après cette petite halte de restauration, je vous propose de vous rendre dans le passage secret de la sorcière de Montmartre. Reliant la rue Junot à la rue Le Pic, l'une des plus fameuses artères montmartroises, le passage de la sorcière, de son vrai nom le passage de Paquis, continue encore d'intriguer les passants aujourd'hui. En effet, ce petit chemin abrite une étrange roche aux allures quelque peu monstrueuses. En réalité, ce drôle de rocher serait le vestige d'une fontaine, autrement dit une sourcière à l'époque où Montmartre était encore un maquis. Des géologues ont récemment établi l'origine géographique de la pierre. Le rocher proviendrait de la Marne aux environs de Reims. Avec le temps, le passage de la sourcière fut rebaptisé en passage de la sorcière par les enfants du quartier, car l'étrange rocher fait face à une grande maison cossue, protégée par un haut portail, dans laquelle aurait habité une vieille femme esselée et un peu folle. Ce rocher aurait été une sorte de barrière magique, servant à protéger cette femme qu'on disait sorcière. On ne sait pas de quand date exactement cette légende, mais la maison, elle, fut bâtie en 1871. Cette demeure est de nos jours un magnifique hôtel de luxe, l'hôtel particulier de Montmartre. Il est d'ailleurs conseillé de le traverser pour rejoindre le rocher, car le passage de la sorcière est aujourd'hui un passage privé. Et voilà, notre balade dominicale s'arrête ici. J'espère que cette découverte d'un Montmartre quelque peu ésotérique vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter un beau dimanche matin et une belle émission en compagnie d'Alina. Je vous retrouve le mois prochain dans Witchy Planet pour notre prochain épisode dédié à Paris magique et ésotérique. Bye bye!